Lundi 29 janvier 2024, que se passe-t-il avec le main event de l'UFC 300? Big John McCarthy fait le point sur le PFL, des nouvelles de Justin Gaethje à quelques mois de son combat pour la défense de la BMF. On parlera bien sûr de toute l'actualité majeure du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Quand on demande à Justin Gaethje les points forts de son prochain adversaire, il cite bien sûr le cardio et la pression qu'il fait subir à ses adversaires et qui pourrait faire la différence dans les 2 derniers rounds de leur combat prévus pour l'UFC 300. Il n'oublie pas non plus ses déplacements, ses angles de frappe, ses longs segments et sa capacité de contre. Même si Gaethje est le plus vieux des deux, il estime que l'expérience sera du côté de l'Hawaïen qui affrontait déjà des combattants comme Dustin Poirier alors que lui venait tout juste de passer pro. Comme vous le savez, il sort d'une magnifique victoire remportée grâce à un high kick, technique qu'il dit maîtriser depuis longtemps mais qu'il n'avait jamais su concrétiser en combat par manque de confiance. Son coach d'ailleurs n'y est pas pour rien puisqu'il explique qu'il a réussi à lui faire développer des automatismes sur des situations données. Beaucoup pensent que le combat à venir a été demandé par Holloway, mais le premier à avoir émis l'idée est bien Justin Gaethje qui il y a quelques mois quand on lui demandait qui méritait la BMF répondait Max Holloway. Interrogé sur Benoît Saint-Denis, il lui reconnaît beaucoup de talent et estime que c'est un combattant très dangereux. Son combat à venir contre Poirier lui rappelle le sien contre Fiziev, un vétéran contre un jeune combattant affamé et en pleine confiance. Il sait que Benoît Saint-Denis avait demandé à l'affronter, mais étant classé numéro 2 et tout proche de combattre le champion, il a expliqué ne pas être intéressé et est convaincu que le Français comprendra. Bien sûr, Max Holloway n'était pas son premier choix, faire face au champion était sa priorité, mais il estime qu'avec une belle victoire le 13 avril prochain, il pourrait passer devant le vainqueur du combat entre Tsarukyan et Oliveira. Big John McCarthy, ancien arbitre de l'UFC, pionnier de l'arbitrage du MMA, je dirais même, puisqu'on l'a vu pour la première fois en 1993 à l'occasion du 2e UFC, depuis, il a arbitré un nombre impressionnant de combats et a même participé à l'élaboration non seulement des règles de l'UFC, je rappelle que chaque nouvel événement à cette époque venait avec son lot de nouvelles règles, mais aussi à la réglementation du sport auprès des instances. En 2018, il se retire du monde de l'arbitrage et devient commentateur au Bellator, et même si le Bellator a été racheté par le PFL, nous aurons toujours l'occasion de le voir. Cependant, il semblerait qu'il endosse plutôt le rôle de consultant, ayant pour but de donner aux téléspectateurs des éclaircissements sur les différentes règles et systèmes de scoring. Même si tout ça reste encore un peu flou, il a tenu à soutenir les juges, souvent critiqués pour leurs décisions, expliquant qu'en plus d'être des êtres humains et par conséquent de pouvoir commettre des erreurs, ils ont aussi un angle de vue linéaire sur le combat et peuvent parfois louper des détails, ou alors ne pas bien se rendre compte de l'impact de certaines actions. Lorsqu'on lui demande quel combattant devrait faire parler de lui prochainement, il cite Aaron Pico, expliquant qu'il était par le passé un bon lutteur et un bon boxeur. Il est aujourd'hui capable de lier les deux grâce à de belles transitions, faisant de lui un redoutable contender. Ayant connu les débuts de l'UFC, le journaliste lui fait remarquer qu'à cette époque, les boxeurs venaient se tester au MMA, alors qu'aujourd'hui on assiste plutôt au phénomène inverse. Ce avec quoi il est d'accord, bien sûr, expliquant que l'argent est le principal motif de ce phénomène, mais que d'après lui, il ferait mieux de rester au MMA et de tout faire pour devenir les meilleurs, car un champion de MMA gagne quand même suffisamment bien sa vie. Alors ce qu'il dit, c'est qu'un combattant de MMA a beaucoup trop de retard sur un boxeur, puisqu'avec le même nombre d'heures d'entraînement, le boxeur va s'être entraîné 100% à la boxe, alors que pour le combattant de MMA, ce ne sera peut-être que 30%. Il précise en plaisantant que Francis Ngannou est un cas à part, et concernant le rachat du Bellator par le PFL, il estime que les anciens du Bellator vont avoir une période d'adaptation, et si on pourrait croire que la forme de la cage est la principale différence, il explique que c'est plutôt les habitudes de la Fight Week qui vont être différentes pour eux, ils vont aussi devoir se faire au nouveau personnel, etc. Il fait d'ailleurs un parallèle avec les combattants du WEC qui ont dû eux aussi à leur époque s'adapter au protocole de l'UFC. Ce week-end on a aussi eu le ONE FC avec Takeru contre Superlek, c'est un combat pour le titre en kickboxing, combat remporté par Superlek, franchement magnifique, un très beau combat de kickboxing, très dynamique, ça n'a pas arrêté d'envoyer. Alors Takeru il peut s'en vouloir parce qu'il a mis du temps à démarrer, les 2 premiers rounds il a surtout subi, même s'il avançait, Superlek lui a cisaillé la jambe avant avec des low kicks, c'était magnifique, il y a eu des enchaînements, jab, low kick, jab, low kick, jab, low kick, c'était vraiment très très impressionnant, il avait la cuisse qui était bleue, et dans le 3e round il se réveille notamment avec une série en anglais, score-tête, décroché au corps, décroché à la tête, il a enchaîné, vraiment c'était magnifique. À la fin du 4e round, parce que du coup Superlek a subi dans le 3e, donc on voyait dans le 4e round qu'il avait un peu du mal à se remettre dedans, Takeru qui avançait toujours plus,
Le body language, hein, comme on dit, de Superleg qui commençait à changer, il avait la bouche de plus en plus ouverte. Donc à la fin du 4e round, on était sur un 2-2 selon moi, selon les commentateurs, c'était pareil. Et puis dans le 5e round, Takeru qui a continué la marche avant, mais Superleg qui s'est un peu repris, qui a continué à toucher avec des low kicks, qui a continué à toucher, etc. Et franchement, un très beau combat, donc Superleg s'impose, je vous invite tous à aller voir ce combat. On avait aussi le combat entre Aoki et Sage Northcutt. Malheureusement, quelques heures avant l'événement, les coachs de Sage Northcutt, pour un problème de visa, ont dû quitter le pays. Donc c'était un peu dommage pour lui. Il a refusé de combattre sans ses coachs. Du coup, c'est John Lineker qui a pris le combat. Bon, on le savait, hein, l'enjeu du combat pour Lineker, c'était de ne pas se retrouver au sol contre Aoki. Malheureusement, il a échoué. Au bout de quelques secondes, il se fait amener sur un takedown. Alors, il envoie un low kick au même moment. Boum, il se retrouve au sol. Bon, bah là, il y a une tentative de dart choke de la part d'Aoki qui se retrouve ensuite en garde montée, qui envoie du grand and pound. Surtout que Lineker, il est coincé dans les cordes, dans le coin. Il se prend du grand and pound, il finit par tourner le dos. Il se retrouve avec un body triangle. Il y a l'étranglement qui vient. Il arrive à se relever, mais l'autre le lâche pas. Il est dans son dos. Le triangle au corps est bien verrouillé. Il l'étrangle. Bon, rien à dire. Franchement, Aoki, démonstration. Je crois que c'est sa 26e soumission en carrière, enfin quelque chose comme ça. C'est vraiment très très impressionnant. Lineker, malheureusement, bah voilà, il était là, il était le backup fighter, comme on dit, pour la carte. Finalement, il arrive sur ce combat-là. Très compliqué pour lui. On le sait, Lineker, son point fort, c'est son striking. C'est les enclumes qu'il envoie, les crochets de dingue. Bon, bah là, il s'est retrouvé au sol rapidement. Il n'a rien pu faire, malheureusement. On avait aussi le combat entre Akiyama et Holsken, donc deux anciens, hein, surtout Akiyama, mi-coréen, mi-japonais, hein, très populaire dans cette partie du monde. C'est un combat particulier, des règles hybrides, encore une fois. Premier round en boxe, deuxième round en Muay Thai et troisième round en MMA. Bon, on n'a pas été jusque-là. Dès le premier round, Holsken s'est imposé par KO, magnifique KO. On le sentait que Akiyama, c'était pas son truc, il n'était pas à l'aise, il est venu accrocher 2-3 fois, l'arbitre l'a repris. Et à un moment, il vient au corps à corps, ce qu'il ne devait pas faire. Il se prend un crochet au menton, il s'écroule, il se fait compter. Et quand il se relève, il est plus là, on le sent, il est pas à l'aise. Et puis là, après, il se reprend une série, il s'écroule. Rien à dire, Holsten était largement au-dessus. Bah voilà, peut-être que s'il avait poussé jusqu'au MMA, Akiyama aurait pu faire quelque chose. Mais premier round box, deuxième round Muay Thai, il était peu probable qu'il arrive à survivre à ça. Et puis enfin, je vais vous parler du combat entre Grigorian et Sitthichai. Magnifique combat, kickboxing avec les gros gants cette fois. Le combat d'avant, c'était avec des gants de MMA. Pareil, très très beau combat. Grigorian qui a mis la marche avant, mais c'était très disputé. Hein. J'ai beaucoup aimé les kicks, hein, comme d'habitude, de Sitthichai. Son bras arrière en ligne, son uppercut avant, il l'a passé, mais Grigorian a continué à avancer. À la fin du deuxième round, sur un coup de genou au corps, il l'envoie au tapis, mais il n'est pas compté Sitthichai parce qu'en fait, il a saisi, il est venu au clinch, il a envoyé le coup de genou, c'était du kickboxing, il n'avait pas le droit, donc il n'est pas réprimandé, mais du coup, Sitthichai n'est pas compté. Et au troisième round, sur un crochet au foie, il arrive à coucher Sitthichai. C'était un très 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 beau combat, franchement. J'ai beaucoup aimé, moi je regarde 99% de ce que je regarde c'est du MMA, 99% du MMA que je regarde c'est l'UFC, mais c'est vrai qu'au ONE FC ils font de très belles choses et surtout en pied-point c'est très 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 impressionnant. Ça a été le feuilleton de la semaine, c'est le feuilleton des derniers jours, en ce moment on parle que de ça. Quel sera le main event de l'UFC 300? Et bah sachez que Conor McGregor revient avec un tweet. McGregor en 300 seal the deal, donc allez mettez le contrat sur la table et forcément Michael Chandler qui répond j'accepte, on se voit bientôt, hashtag UFC 300. Est-ce que McGregor va être à l'UFC 300? Je sais pas, il n'y a rien de confirmé. Tout le monde, voilà, sur les réseaux, tout le monde s'enflamme, on sait pas ce que ça va donner, ça devient un peu fatigant, je trouve, McGregor, est-ce qu'il revient, est-ce qu'il revient pas, faut nous le dire, faudrait... Est-ce que quelque chose est signé? Il nous dit qu'il revient au mois de juin, finalement, en poids moyen, là, il nous dit, bah, peut-être à l'UFC 300, et c'est vrai que plus l'UFC 300 approche, moins on a de main event, et plus on se dit que la possibilité est là, hein. Surtout que Michael Chandler a répondu à un post de l'UFC qui a mis sa carte de l'UFC 300 sur Twitter, et on voit le main event est à être déterminé, donc TBD, 3 petits points, et Michael Chandler a retweeté en mettant TBD 3 petits points, comme si c'était lui le main event. Je sais pas ce que ça va donner. Bah c'est sûr que pour la carte McGregor, même s'il est plus au top, même si c'est plus le McGregor de 2016, 2015, 2016, c'est un gros vendeur, donc ça pourrait faire quelque chose. Et on a Ned Diaz qui vient se mêler à la conversation, il reposte la photo de lui contre McGregor, leur premier combat quand ils sont au centre de la cage tous les deux. Herb Dean est en train de donner les instructions et il met Real War, donc une vraie guerre. Donc forcément il vient mettre son nom dans la conversation, mais contractuellement, hein, Chandler l'a dit, le prochain combat de McGregor ça doit être contre moi forcément en MMA. Donc je vois pas trop si Ned Diaz pourrait venir jouer les troubles faits là-dedans. Puisqu'on a l'UFC 300, Jessica Andrade et Marina Rodriguez vont s'affronter. Un combat de plus, un combat chez les femmes. Toujours à l'UFC 300, Georges Saint-Pierre l'a dit, hein, ce n'est qu'une rumeur, on ne m'a jamais proposé de combattre à l'UFC 300, et donc il n'y combattra pas. On pourrait avoir un changement dans les règles. Vous savez, le week-end dernier, le combat entre Evloev
Et Allen, il y a eu cette série de coups de genoux. Alors, est-ce que c'était légal, est-ce que c'était pas légal? On a toutes les théories. Je le rappelle pour ceux qui savent pas, hein, quand les combattants ont 3 points d'appui au sol, ils peuvent pas prendre de coups de genoux ni de coups de pied au visage. Les combattants ont beaucoup joué avec ça en mettant leurs 2 pieds au sol et un bout de doigt et une main, etc. Bon, il semblerait que les règles vont changer. Il n'y a rien de fait encore, mais c'est sur la bonne voie. Maintenant, tu pourras être les 2 pieds par terre et la main par terre, ça ne changera rien. Il faudra forcément un genou ou un coude. Je suis entièrement d'accord avec ça. Le One FC, par exemple, tu peux prendre des coups de genoux quand tu es au sol. L'UFC, ça n'est pas le cas. Les gars ont beaucoup joué avec cette règle. Donc maintenant, je répète, si on en vient là, hein, le combattant est debout, il met une main au sol, il n'est pas considéré comme au sol, il peut toujours prendre des coups de genoux et des coups de pied à la tête. Là, il parle des genoux, mais je pense que ce sera pareil pour les pieds. Il faut qu'il pose le coude ou le genou, donc ce sera une vraie position au sol. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et il parle aussi de réintroduire les coups de coude en 12-6, donc c'est-à-dire le coup de coude à la verticale. Vraiment le 12-6, hein, ça part de 12 heures, ça arrive à 6 heures. Coups de coude terribles, coups de coude qui font des dégâts, coups de coude, si je dis pas de bêtises, qui ont coûté un combat à John Jones. Mais voilà, ça serait très bien, ça rendrait le combat beaucoup plus pur. À l'UFC 297, hein, vous le savez, Mike Malott s'est incliné face à Neil Magny, combat qu'il dominait, et Neil Magny a renversé la table, comme on dit, à quelques secondes de la fin. Bon bah voilà, il l'a dit, hein, Mike Malott, il fait une sortie sur les réseaux, j'aime beaucoup ça, merci aux fans, à mon équipe, à ma famille, etc. J'ai déraillé, mais je vais revenir, il y aura un comeback. Donc on lui souhaite, hein. Mike Malott, j'ai dit, c'est un jeune prospect, mais il est pas si jeune que ça, il a 30 ans passés, donc il va pas trop falloir se tromper s'il veut arriver jusqu'à la ceinture un jour. Movsar Evloev, qui a lui du coup battu Allen, hein, vainqueur par décision, il demande sa chance au titre poids plume entre le vainqueur de Topuria et Volkanovski. Il l'a tweeté sur les réseaux, est-ce qu'on lui donnera? Je sais pas, on l'a déjà dit, c'est pas le plus populaire, c'est pas le plus fun à voir dans la cage. Maintenant il gagne, il n'y a rien à dire, il gagne, il continue à gagner encore et encore. Je pense quand même que Max Holloway aura sa chance avant lui, mais bon, Max Holloway, pour l'instant, il s'est fait passer devant par d'autres, notamment par Topuria. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas, mais en tout cas, Evloev a raison de citer son nom dans la conversation, j'ai envie de dire. Je vous en parlais vendredi, Alexandre Pantoja veut combattre chez lui au Brésil à l'UFC 301. Il semblerait que ce soit en bonne voie et on a Mohamed Mokaev qui nous tweet, hein, les 2 petits yeux comme pour dire qu'il est intéressé, mais c'est une catégorie où il y a tellement de monde. Mokaev, moi j'aime beaucoup. Je pense personnellement qu'il lui manque un gros nom à son tableau de chasse pour avoir sa chance au titre. Mais c'est un prospect, hein, c'est sûr. Je pense que lui, dans l'année, il pourrait très bien avoir son combat pour le titre. Tony Ferguson a révélé qu'il était non seulement blessé au coude, mais aussi au genou lors de son combat contre Paddy Pimblett, une blessure qui est arrivée pendant son camp d'entraînement. Et Tim Welch, le coach de Sean O'Malley, qui nous sort une petite blague plutôt drôle. Je pense que 100 miles avec Goggin peuvent réparer ça. C'est une petite référence, hein. On le sait, Tony Ferguson a fait une partie de son camp d'entraînement avec Goggins. Ils ont fait des entraînements d'endurance à fond. C'était beaucoup critiqué à l'époque. Et voilà, Tony Ferguson, alors même s'il n'était pas blessé, je pense que de toute façon là, il n'était pas au niveau dans ce combat-là. Voilà, le corps continue à dire stop pour Tony Ferguson. Dans le combat qui va affronter Volkanovski à Topuria, justement, Volkanovski est quand même favori, moins 142, plus 120 pour Topuria. Bon, écoutez, c'est un petit avantage, mais bon, on disait beaucoup, attention, il a perdu Volkanovski, qu'est-ce que ça va donner? Aux yeux des bookmakers, c'est le champion, il est toujours favori, mais de très peu. Je vous disais il y a quelques semaines que Jailton Almeida allait combattre, hein, pour une charité en quelque sorte contre un adversaire qui est atteint de trisomie. Il l'a fait. Alors j'ai vu quelques photos, forcément il l'a laissé gagner. C'était un beau geste et je voulais le souligner. Et puis enfin, on a John Dodson, si je dis pas de bêtises, oui, c'est bien John son prénom, je sais plus, j'ai un trou. Il a été contender à la ceinture à l'UFC contre Demetrius Johnson, très beau combat, ils se sont affrontés 2 fois. Et maintenant il est au Barnacle, il va combattre, il va remettre sa ceinture en jeu, il est le champion là-bas contre Agüero. Bon bah Dodson, hein, du mal à se retirer, il a peut-être aussi besoin d'argent, je pense qu'il est bien payé au Barnacle. C'était quand même un gros nom à l'UFC, moi j'avais des espoirs, hein, quand il a affronté Demetrius Johnson. Surtout le premier combat, c'était très très serré, il allait très vite, c'est un mec qui a une grosse vitesse. Au Barnacle, maintenant, écoutez, il est champion, il a la ceinture. Espérons qu'il prenne un maximum d'argent et surtout qu'il se retire quand le moment sera venu. On a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, je vous propose de passer à la Minute Auditeur. Minute Auditeur que je commence avec Raza de Ghoul. Vous savez, on en a parlé, le PFL ne serait apparemment pas diffusé sur RMC mais sur DAZN. Et je pense qu'il a raison, hein. Donc il me met un message, il me dit ouais, je te relance sur le sujet, je regarde le replay du live Clément Marcoux fait ce dimanche sur Doumbé Baki. Et lui, il dit que c'est DAZN qui diffusera le combat. Et bah écoute, et comme tu me le dis, tu me dis, et samedi, RMC n'a pas fait de pub, et ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Moi, je pense que c'est mort. Je pense que le combat aura lieu sur DAZN. J'ai été sur les réseaux d'RMC, ils parlent pas du tout du combat. Donc, un combat comme ça, s'ils le diffusaient, je pense qu'ils en auraient déjà fait la pub. Donc, écoute, il va falloir voir pour DAZN. Après, bon, je pense que c'est le genre de combat qui se trouveront toujours sur Internet. On a Tonton Pacino qui me dit je trouve dommage que la lumière soit beaucoup sur Doumbé, ça nous prive d'infos sur le gros combat qui arrive, Benoît Saint-Denis Poirier.
Oui, c'est vrai. Après, je pense que plus on va se rapprocher du combat entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier, plus on va en parler. Puis c'est aussi lié au fait que Doumbé c'est une grande gueule, tu vois, il fait beaucoup parler de lui, il est ultra présent sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui le suivent, donc il donne toujours de la matière à faire parler, alors que tu vois, Benoît Saint-Denis, là, on sait qu'il est en camp, on sait qu'il a là, il a peu fait parler de lui parce qu'il a signé un contrat de sponsoring là, avec Raptor Nutrition, donc ça a un petit peu fait parler, mais c'est tout, tu vois, il est assez discret, Benoît Saint-Denis, il est pas trop dans le trash talk, et donc forcément, on parle un peu moins de lui. On a Jordan Herman qui me dit John Anik, le meilleur commentateur sans aucun doute. Et Higuet, c'est contre Leron Murphy qu'il devait combattre, mais il s'est blessé. Par contre, c'est co-main event et pas main event. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit main event, c'était noté sur l'affiche en plus, co-main event. Le main event, c'est Jack Hermanson contre Joe Pyfer. Belle chance pour Joe Pyfer, hein. C'est un nom à passer. Attention à ne pas enterrer trop vite les anciens, on l'avait dit avec Neil Magny, il fallait pas l'enterrer. On avait eu Barbossa qui avait battu Youssouf il y a quelques mois de ça. Et donc pour Pyfer, c'est quand même un test à passer. Et il me dit, je pense maintenant, d'après tout ce que j'entends, que le main event sera Dricus Duplessis contre Khamzat pour l'UFC 300. Pour Pereira contre Hill ou Ankalaev, j'ai un doute pour l'UFC 300 ou 301. Pareil pour Bilal Mohamed contre Edwards, est-ce que ce sera le 300 ou le 301? D'ailleurs, on devait savoir cette semaine pour Bilal Mohamed et Edwards, on n'a rien su du tout. Donc écoute, j'espère que ça va se faire quand même. Et je doute que Dana White va mettre 4 ou 5 ceintures sur la même carte, il y en aura 3 en comptant la BMF, c'est sûr. Mais 4, c'est possible aussi, je pense qu'on aura sûrement plus d'infos lundi. Bonne soirée à toi. Bah écoute, là j'enregistre, il est 12h, enfin il est midi, pardon. Bah pour l'instant, pas d'infos pour l'UFC 300, pas d'infos pour Bilal Mohamed et Leon Edwards, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais écoute, l'UFC peut-être en fait exprès de faire traîner le truc, au moins ça fait parler, le hashtag UFC 300 sur les réseaux, il est ultra présent, et ça leur fait leur pub. Et on a David Rousseau qui me dit « J'espère qu'on aura bientôt de bonnes nouvelles pour Gann. On peut pas lui faire payer indéfiniment le fait de ne pas avoir call-out à Spinal. Il a encore de très belles choses à montrer. J'espère qu'il va revenir. » Ouais, moi, franchement, Cyril Gann, malgré qu'il ait perdu 2 fois pour la ceinture, je pense que c'est pas impossible qu'un jour on ait Cyril Gann avec la ceinture autour de la taille. Et puis l'UFC peut, demain, là, on va se réveiller, hop, on va allumer les réseaux sociaux. Tiens, Cyril Gann contre un tel, C'est possible, hein, je pense que c'est encore jouable. On a Karim Sissé qui me dit... En vrai, pour l'UFC 300, difficile de faire mieux. L'UFC n'a plus de superstars au top de leur forme. Ils font leur maximum pour créer une nouvelle star, mais ça prend pas. L'UFC 300, c'est une super carte en vrai, mais c'est une carte pour les connaisseurs. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de star qui dépasse le sport comme pouvait l'être Brock Lesnar, Conor ou Ronda Rousey à l'époque. Faut se faire une raison. C'est vrai qu'en ce moment, on a du mal à trouver la prochaine superstar. John Jones s'est blessé, mais John Jones, même si c'est une grosse star, c'est pas non plus la superstar, voilà, c'est pas Conor McGregor dans l'esprit des gens, tout le monde ne connaît pas John Jones, Brock Lesnar était ce gars-là, hein. Les gens connaissaient Brock Lesnar, surtout aux États-Unis forcément, mais ouais, on n'a pas encore une grosse superstar qui a émergé. Adesanya, ça avait commencé quand même, il avait une grosse réputation, surtout je crois dans le monde des mangas, il y a des mecs qui connaissaient Adesanya, des gars qui suivaient les mangas, parce qu'apparemment il postait beaucoup sur les mangas, etc. On a Shimaev peut-être qui pourrait, mais il en est pas encore là, l'UFC essaye de le faire monter quand même un peu. Donc oui, t'as raison aussi, il manque aussi de gros noms, de superstars à l'UFC, il en manque. Mais après, un mec comme Conor McGregor, je sais pas si on reverra ça un jour, hein. Lui, il a tout explosé en quelques années, il est devenu mondialement connu, etc. Je sais pas du tout ce que ça va donner cette UFC 300. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, vous avez vu la nouvelle image de fond, ça me fait très plaisir, ça rend le contenu, je trouve, beaucoup plus agréable à regarder. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, à demain 17h, salut!